Je peins comme je vois, comme je sens. Et j'ai des sensations très fortes. Nom et prénom. Paul Cézanne. Lieu de naissance. Aix-en-Provence. Quelle couleur préférez-vous? L'harmonie générale. Quelle est votre odeur favorite? L'odeur des champs. Quelle est, selon vous, la plus estimable vertu? L'amitié. Quelle est votre occupation préférée? Peindre. Je vous dois la vérité en peinture. Et je vous la dirai. Je suis le primitif d'un nouvel art. Les choses sans bornes de la nature m'attirent. Je procède très lentement, la nature s'offrant à moi très complexe. Et les progrès à faire sont incessants. Depuis son enfance, Cézanne manifeste un grand attachement à sa ville d'Aix et à son pays. Quand on est né à Aix, c'est foutu. Rien ne vous dit plus. Cézanne voit le jour à Aix-en-Provence en janvier 1839, rue de l'Opéra. Le père de Cézanne va acquérir une formation d'abord de chapelier à Paris, va se forger une situation sociale et il deviendra l'un des premiers banquiers d'Aix en 1848, créant la banque Cézanne-Cabassol. De ce fait-là, la famille Cézanne est à l'abri de tout besoin, surtout qu'il prête de l'argent à un taux d'usure élevé et que la famille, j'allais dire, dans un climat balsacien, s'enrichit et monte en grade, puis s'achète cette superbe bastide à la sortie d'Aix, qui est la propriété du Jas de Bouffon, qui signifie vraiment un niveau, on va dire, aristocratique. Cézanne a 13 ans lorsqu'il rencontre Zola au collège Bourbon d'Aix-en-Provence. Le jeune Zola, alors orphelin de père, est attaqué par ses petits camarades. Cézanne prend sa défense. Le lendemain, Zola le remercie en lui offrant un panier de pommes. Des pommes pour Cézanne, symbole naissant d'une amitié qui va durer 30 ans, avec ses déchirements et ses déceptions. Cézanne peindra des pommes toute sa vie, nostalgie de cette amitié avec Zola. Nous étions 3 amis, 3 galopins, qui usaient encore leurs culottes sur les bancs du collège. Les jours de congé que nous pouvions voler à l'étude, nous nous échappions des courses folles à travers la campagne. Nous avions un besoin de grand air, de grand soleil, de sentiers perdus au fond des ravins, dont nous prenions possession en conquérant. L'été, tous nos rendez-vous étaient au bord de la rivière, car nous étions pris alors de la possession de l'eau. Ils ont des ambitions artistiques et plus tard, adolescents, des discussions enflammées à propos des peintres, des écrivains, des poètes grecs et latins. Cézanne bénéficiera en effet d'une éducation assez poussée. Il lit Virgile en latin, écrit des poèmes et avec Zola, ils lisent Musset, Victor Hugo, Stendhal et Baudelaire.
Au moment où il passe le bac, il veut suivre des cours de dessin à l'école de dessin d'Aix. Il manifeste une volonté d'être peintre, en même temps que Zola manifeste une volonté d'être écrivain. Il faut dire que l'amitié de Cézanne Zola a peut-être également aiguisé son ambition artistique. Élisabeth Aubert, la mère de Cézanne, le soutenait contre le père qui voyait non sans inquiétude se développer les tendances artistiques de son enfant en dépit d'un argument que Madame Cézanne jugeait sans réplique. Et quoi, il s'appelle Paul, comme Véronèse et Rubens. À partir du moment où il veut être peintre et où il reçoit des cours à l'école de dessin d'Aix, il ne quittera plus cette ambition-là. Ce n'est que sur le registre pictural que Cézanne va exercer ses talents et puis il va délaisser la poésie assez vite, même si son père l'oblige à faire du droit. Zola à Cézanne, Paris, juillet 1860. Tu deviens pour moi une énigme, un sphinx. On te force à faire un travail qui te répugne. Tu veux demander à ton père de te laisser venir à Paris pour te faire artiste. Je ne vois aucune contradiction entre cette demande et tes actions. Mais par la croix Dieu, si j'étais à ta place, je voudrais avoir le mot, risquer le tout pour le tout, ne pas flotter vaguement entre deux avenirs si différents, l'atelier et le barreau. Je te plains, car tu dois souffrir de cette incertitude, et ce serait pour moi un nouveau motif pour déchirer le voile. En 1861, il obtiendra finalement l'autorisation de se rendre à Paris. Je veux conquérir Paris avec une pomme. Ambroise Vollard écrit « Cézanne, à son arrivée à Paris, s'était précipité chez Zola. J'ai vu Paul, écrivait à l'ami Baille, le futur auteur de l'Assommoir. J'ai vu Paul, comprends-tu cela, toi? Comprends-tu toute la mélodie de ces trois mots ?» Les deux amis s'embrassèrent furieusement. Zola habitait alors la rue Saint-Victor, dans les environs du Panthéon. Pour se rapprocher de lui, Cézanne loua une chambre dans un hôtel meublé de la rue des Feuillantines. Le jour, Zola se rendait au dock, où il avait un petit emploi, tandis que Cézanne fréquentait l'Académie suisse, quai des Orfèvres. Tous les soirs, les deux amis se retrouvent dans la chambre de Zola, où l'on s'entretient d'art et de littérature, comme naguère à Aix. Zola posa même pour un portrait, mais cette étude ne venait point, et le jeune peintre, déjà prompt au découragement, ne tarda pas à détruire sa toile. « Ton portrait, je viens de le crever. J'ai voulu le retoucher ce matin, et comme il devenait de plus en plus mauvais, je l'ai anéanti. » Il fréquente le Louvre chaque jour. Son ami Joachim Gasquet a imaginé les réactions de Cézanne devant cette toile de Véronèse. Il se planta devant les noces de Cana. Voilà de la peinture. Le morceau, l'ensemble, les volumes, les valeurs, la composition, le frisson, tout y est. Écoutez un peu. C'est épatant. On ne perçoit qu'une grande ondulation colorée, une richesse de couleurs. C'est ça que doit nous donner d'abord le tableau, une chaleur harmonieuse, un abîme où l'œil s'enfonce, une sourde germination, un état de grâce colorée. Savoir voir, sentir. Surtout devant une grande machine comme en bâtissait Véronèse. Celui-là, allez, il était heureux. Et tous ceux qui le comprennent, il les rend heureux. Il est un phénomène unique. Il parlait en couleurs. Il est refusé à l'Académie des Beaux-Arts. Cette première expérience parisienne se solde donc par un échec et c'est plein d'amertume qu'il retourne à Aix. Plein de désillusions, il accepte un emploi dans la banque de son père où il s'ennuie ferme. Aussi, il s'inscrit de nouveau au cours de dessin d'Aix et continue à peindre. Tout en ayant une personnalité déjà très affirmée, le jeune Cézanne cherche sa voie en s'essayant à de nombreux thèmes. Il expérimente aussi différentes techniques, au couteau, à la brosse, au pinceau. Louis-Auguste Cézanne avait dit à son fils qui voulait être peintre, « Mon fils, n'oublie pas, on vit avec de l'argent, on meurt avec du génie, mais on vit avec de l'argent. » Louis-Auguste a dû se retourner dans sa tombe quand il a vu le billet de banque à l'effigie de Paul Cézanne fils, quand la Banque de France a fait un billet de 100 francs à l'époque sur Paul Cézanne.
Alors Cézanne commence une carrière picturale, enfin le mot carrière ne lui convient pas vraiment, enfin en tout cas une aventure picturale dans le romantisme de l'époque ou le naturalisme marqué par Delacroix, par Courbet, par Géricault, et il a une peinture très lourde, très puissante, très charnelle, qu'il appellera lui-même couillarde. Et puis voilà qu'il comprend avec les impressionnistes qu'il a rencontrés à Paris que c'est en peignant dehors sur le motif qu'on éclaircit la palette, que l'émotion se justifie. Tous les tableaux faits à l'intérieur de l'atelier ne vaudront jamais les choses faites en plein air. Il va souvent peindre dans la campagne aixoise avec ses compagnons Marion et Valabrègue dans la tenue des peintres de plein air. Je vois des choses superbes, et il faut que je me résolve à ne faire que des choses en plein air. Tout se résume en ceci, avoir des sensations et lire la nature. Il y a cette toile qui est absolument exceptionnelle, qui peint la tranchée de chemin de fer et la Sainte-Victoire au-delà d'un mur du Jas de Bouffon. C'est la première fois qu'il regarde au-delà du mur du Jas de Bouffon pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une tranchée de chemin de fer qui est comme une sorte de blessure et de fracture dans la terre qui annonce Bibémus, qui annonce des carrières, qui annonce les bouleversements géologiques de la terre. Et il y a la Sainte-Victoire qui domine sagement, tranquillement et qui équilibre le tableau. Et en plus, c'est une toile où pour la première fois, Cézanne utilise des couleurs presque pures, des bleus, des rouges, des verts, comme si déjà le fauvisme était passé par là. Et il va mettre à peu près 15 ans à retrouver les toiles avec la même intensité colorante, pour prendre une expression de Cézanne où il parle de sensation colorante. Pendant une dizaine d'années, Cézanne fera plusieurs allers-retours entre Aix et Paris. Cézanne fréquente avec Zola le café Gerbois, où il rencontre écrivains, poètes et peintres. Parmi eux, Monet, Manet, Courbet, Renoir et Pissarro. Ce dernier verra en lui le peintre futur et sera un des seuls à le soutenir. En 1863, Cézanne visite le salon des refusés avec Zola. Manet y expose le déjeuner sur l'herbe. Son tableau est l'objet de violentes critiques. Zola et Cézanne défendent Manet. Pour Cézanne, c'est un état nouveau de la peinture. Notre renaissance date de là. il s'approche des femmes d'Alger. Nous y sommes tous dans ce Delacroix. Quand je vous parle de la joie des couleurs pour les couleurs, tenez, c'est cela que je veux dire. Ces roses pâles, ces coussins bourrus, toute cette limpidité, je ne sais pas moi, vous entre dans l'œil comme un verre de vin dans le gosier, et on en est tout de suite ivre. Et c'est bourré, les tons entrent les uns dans les autres, comme des soies, tout est cousu, travaillé d'ensemble. Et c'est pour ça que ça tourne. Et Courbet? Un bâtisseur, un rude gâcheur de plâtre, un broyeur de thon, il maçonnait comme un Romain, et lui aussi un vrai peintre. Il est profond, serein, velouté. Il y a de lui des nus dorés comme une moisson dont je raffole. En mars 1865, Cézanne prépare son premier envoi au salon. Des toiles qui feront rougir l'Institut de rage et de désespoir. Bien entendu, il est refusé. Chaque année, il en sera de même jusqu'en 1882. Monet était celui des peintres contemporains que Cézanne mettait le plus haut. Il lui arrivait de lancer cette boutade. Monet, ce n'est qu'un œil. Et il reprenait aussitôt. Mais bon Dieu, quel œil! Il estimait aussi beaucoup Renoir, qu'il avait suivi sur les bords de Seine sur les sentiers des impressionnistes. En 1869, il rencontre Hortense, une jeune modèle de 19 ans qui devint sa compagne et plus tard sa femme. Pendant la guerre de 70 et la Commune, il réside à Aix et à l'Estac, près de Marseille.
Sa mère loue une petite maison de pêcheur où il rejoint Hortense, dont il cache l'existence à son père. Quand on lui demande ce qu'il a fait pendant la guerre de 70, il répond « J'ai peint les stacks. » En 1871, il retourne à Paris. Le petit Paul va naître. Pissarro invite Cézanne à venir le rejoindre à Pontoise, où il vient de s'installer après la destruction de son atelier de Louvciennes pendant la guerre de 70, provoquant ainsi la perte de 20 ans de travail. Pissarro propose à Cézanne de venir travailler avec lui sur le motif. Cézanne nous donne des espérances, et j'ai vu des peintures. J'ai chez moi une peinture d'une vigueur, d'une force remarquable. Si, comme je l'espère, il reste quelque temps à Auvers, où il va demeurer, il étonnera bien des artistes qui se sont hâtés trop tôt de le condamner. Si vous voulez des moutons à 5 pattes, regardez Cézanne. Pissarro. Ces paysages d'Île-de-France, de Pontoise et d'Auvers-sur-Oise, dans lesquels Cézanne et Pissarro se promenaient ensemble, ont apporté à Cézanne l'appel de la nature et un éclaircissement de sa palette sous l'influence de Pissarro. Pissarro lui présente le docteur Gachet et Cézanne s'installe à Auvers avec Hortense et Paul. Il va connaître 2 années de relative sérénité auprès de ses amis peintres. Peut-être la période d'Île-de-France était-elle nécessaire à Cézanne pour justement revoir son pays natal avec un œil différent de la manière dont il l'avait vu dans sa jeunesse. Il avait eu besoin de cette période d'échange avec Pissarro, le doyen du groupe impressionniste. Mais il faut dire que dans cette période de l'Île-de-France, ils avaient chacun gardé leurs sensations. C'est d'ailleurs ce que disait aussi Pissarro au sortir de l'exposition de la grande rétrospective Cézanne chez Vollard. Chacun a continué à garder sa propre sensation. Ils étaient tous deux des peintres qui étaient très sensibles justement à ce qu'ils ressentaient devant la nature, mais chacun avait sa manière de concevoir le paysage, sa manière de ressentir la lumière qui lui était propre. Cézanne va travailler épisodiquement, mais pendant de très longs séjours et régulièrement avec Pissarro à Pontoise jusqu'en 1881-82. Ils vont poser leur chevalet côte à côte sur de nombreux motifs. Cézanne a subi mon influence à Pontoise, et moi la sienne. Parbleu, nous étions toujours ensemble. Mais ce qu'il y a de certain, chacun gardait la seule chose qui compte, sa sensation. C'est vrai que si on doit citer un cas bien connu, je dirais en France, c'est des pruniers en fleurs à l'Ermitage. Et là, on voit très bien comment Pissarro part quand même de plus en plus à enrichir la lumière. Il est sur une problématique chromatique. Et Cézanne, déjà, lui, vide le paysage pour en garder que la structure. Chercher l'expression de ce que l'on ressent. Organiser les sensations dans une esthétique personnelle. La nature et l'art ne sont-ils pas différents? Je voudrais les unir. L'artiste ne perçoit pas directement tous les rapports. Il les sent. Ce travail de simplification, entre guillemets, chez Cézanne, ou ce travail de complexité chez Pissarro, qui est un travail simultané avec des discussions intellectuelles, et d'ailleurs il y a des anecdotes assez amusantes, c'est qu'on sait que quand Pissarro part chez Piet à Montfoucault en 1974, on sent qu'il souffre de ce travail intense opéré avec Cézanne, de cette discussion quotidienne, de cette espèce de confrontation. C'est sûr que Pissarro apporte énormément à ce niveau analytique auprès de Cézanne, mais en même temps,
On imagine que quelque part, ce travail où il pousse Cézanne à être de plus en plus lui-même, l'amène lui-même à être de plus en plus lui-même par retour. Et je dirais que Pissarro, reconnaître le génie de Cézanne bien avant tout le monde, même ses confrères impressionnistes, il l'imposera au sein des expositions du groupe, jusqu'au jour où Cézanne comprendra que finalement sa place est peut-être ailleurs, qu'il a autre chose à développer, mais il va apprendre avec Pissarro à analyser non seulement le paysage, mais analyser l'écriture picturale, c'est-à-dire à devenir vraiment lui-même. Et ça, c'est une des très grandes forces de Pissarro, c'est qu'il révèle les artistes eux-mêmes. Il fera le même travail avec Gauguin pendant pratiquement 3 ans, de même qu'il sera le premier à reconnaître l'importance de Seurat. Quant au vieux Pissarro, c'était un père pour moi, et quelque chose comme le bon Dieu. Il a quand même vis-à-vis des artistes l'aura de quelqu'un qui est reconnu, et puis qui a tous les contacts dans le monde de l'art. C'est la cheville ouvrière du groupe, en quelque sorte. Il prépare toutes ses expositions depuis Pontoise. En avril 1874, a lieu boulevard des Batignolles, chez le photographe Nadar, la première exposition des impressionnistes. Parmi eux, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas et Berthe Morisot. Cézanne y expose 3 toiles, dont La Maison du Pendu et une moderne Olympia. Voici un nouveau désastre. 5 ou 6 aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux atteints de la folie de l'ambition, s'y sont donné rendez-vous pour exposer leurs œuvres. Ils prennent des toiles, de la couleur et des brosses, jettent au hasard quelques tons et risquent le tout. Effroyable spectacle de la vanité humaine, s'égarant jusqu'à la démence. Albert Wolff, Le Figaro. Une moderne Olympia fera scandale. Un critique écrira que l'Olympia de Manet, comparée à celle de Cézanne, était un chef-d'œuvre. Le tableau de Manet avait lui-même fait scandale quelques années auparavant. Le critique Louis Leroy, prenant pour prétexte l'une des 12 œuvres de Monet présentées, Impression, soleil levant, intitule ironiquement son article « Exposition des impressionnistes ». Le mot est lâché, le nom leur est resté. Pour l'impressionnisme, le grand nom, c'est Monet. Cézanne, lui, a participé à cette aventure de la première exposition impressionniste, mais sans exprimer vraiment l'impressionnisme dans ses toiles, participant plutôt à l'atmosphère et à l'aventure du groupe qui voulait justement rejeter le salon, même s'il y avait participé dans les années de jeunesse, qui voulait former un groupe, qui voulait s'exprimer et qui voulait être libre dans l'expression de sa peinture. Cézanne et Monet sont 2 grands noms de la fin du 19e et du début du 20e, chacun d'ailleurs précurseur du 20e siècle à sa manière, chacun s'inclinant l'un devant l'autre, tout en construisant une peinture qui leur est totalement étrangère. Il n'y a rien de plus différent que la peinture de Monet et celle de Cézanne. Monet a toujours considéré Cézanne comme un grand maître, en voyant très bien l'apport qui était très spécifique à la nature même de Cézanne. Malgré les critiques, Cézanne vendra une toile pour la première fois, La Maison du Pendu. Il a d'ailleurs quelques défenseurs comme Georges Rivière. L'artiste le plus attaqué, le plus maltraité depuis 15 ans par la presse et le public, c'est Monsieur Cézanne. Monsieur Cézanne est un peintre, et un grand peintre. Ceux qui n'ont jamais tenu une brosse ou un crayon ont dit qu'il ne savait pas dessiner et lui ont reproché des imperfections qui ne sont qu'un raffinement obtenu par une science énorme. Cette aventure impressionniste, Cézanne s'en est expliqué lui-même en parlant à Maurice Denis. J'ai voulu faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et de durable, comme l'art des musées. Autant les toiles de Pissarro expriment cet impressionnisme, cette démarche avec ce flou dans la touche et ces paysages d'instantanéité,
Au contraire, Cézanne était un peintre qui travaillait en méditant, comme il le disait à Émile Bernard, et qui a tout de suite senti qu'il n'était pas dans son mouvement, et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence aussi entre les deux peintres par rapport à leur influence sur le XXe siècle. Cézanne a été un précurseur, et bien qu'il soit mort seulement 3 ans après Pissarro, il fait vraiment partie à la fois du XIXe siècle et du XXe siècle. Pissarro le voit comme un maître. Et c'est d'autant plus fortifiant pour Cézanne que ce maître le considère comme son égal, et finalement qu'il donne à Cézanne la certitude qu'il a quelque chose à apporter à la peinture. C'est avec ça que repart Cézanne. Dès 1874, il écrit à sa mère « Je commence à me trouver plus fort que tous ceux qui m'entourent. » Les paysages d'Auvers-sur-Oise et de Pontoise, Cézanne les emporte dans sa tête en voyant l'Estaque dans l'année 1876 et également il emporte dans son cœur Pissarro à qui il écrit « Je pense à vous depuis l'Estaque ». J'ai commencé 2 petits motifs où il y a la mer, des toits rouges sur la mer bleue. Mais il y a des motifs qui demanderaient 3 ou 4 mois de travail, qu'on pourrait trouver car la végétation n'y change pas. Ce sont des oliviers, des pins qui gardent toujours leurs feuilles. Le soleil y est si effrayant qu'il me semble que les objets s'enlèvent en silhouette, et non pas seulement en blanc ou noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet. Je puis me tromper, mais il me semble que c'est l'antipode du modelé. Que nos doux paysagistes d'Auvers seraient heureux ici. Si la peinture de Cézanne atteint dans ces années-là la maturité, l'homme dépend encore beaucoup de son père. L'autorité de son père est d'ailleurs tellement forte qu'un jour, ratant le train de Marseille pour Aix, il décide de rentrer à pied pour le dîner du soir au Jas de Bouffan. Il a alors 39 ans. Cézanne, effectivement, avait peur de son père, à qui il a caché sa liaison, sa compagne, Hortense Fiquet, et l'enfant qui est né de cette relation en 1872. Et le jour où le père Cézanne, qui ouvrait le courrier qui arrivait au Jas de Bouffan, tombe sur une lettre où on demande des nouvelles du fils en question, il comprend qu'il est grand-père, il n'en dira rien à son fils et va lui couper pratiquement ses vivres. Et c'est là où Zola va réintervenir fortement dans la vie de Cézanne, puisque c'est lui qui va en 1877-18 beaucoup aider Cézanne. Mon cher Émile, j'ai encore recours ce mois-ci à ton obligeance, si tu peux encore envoyer 60 francs à Hortense au vieux chemin de Rome. Je compte y passer tout l'hiver si mon père consent à me donner de l'argent. Il continue à peindre au Jas de Bouffan et dans les environs. En 1886, Zola lui envoie l'œuvre, un roman qui met en scène un peintre, un génie avorté, un artiste incapable de se réaliser. Il en arrive au suicide. Nom de Dieu, quand un tableau n'est pas réussi, on le fout au feu et on en recommence un autre. C'est la fin d'une grande amitié. La même année, le père de Cézanne meurt, mais l'héritage paternel ne change rien à sa vie faite de solitude et d'ascétisme. La nature qui l'entoure lui sert de guide et de modèle. Dans beaucoup de toiles de Cézanne, l'arbre joue un rôle prépondérant. Il structure la toile, la rythme. La profondeur du paysage remonte en surface. On n'est jamais ni trop scrupuleux, ni trop sincère, ni trop soumis à la nature. Reste à la peindre, à la voir. La nature parle à tous. Eh bien, jamais on n'a peint le paysage. L'homme absent, mais tout entier dans le paysage. Cézanne se met à l'étude de la nature, mais il scrute aussi son personnage et se regarde au long des années, sans aucune indulgence, comme le remarque Rainer Maria Rilke. C'est un homme, le profil droit tourné d'un quart vers nous et qui regarde. Et la grandeur, l'incorruptibilité de ce regard impartial est confirmée de façon presque touchante par le fait qu'il s'est représenté lui-même sans le moins du monde interpréter ou juger son expression avec une humble objectivité, avec la foi et la curiosité impartiale d'un chien qui se voit dans une glace et se dit « Tiens, un autre chien ».
Hortense, sa compagne, posera pour lui docilement et avec beaucoup de patience pour plus de 44 portraits et dessins. Bien peu de personnes ont pu voir Cézanne en train de travailler. Il ne supportait pas d'être regardé pendant qu'il était à son chevalet. « Excusez un peu, monsieur Vollard », me disait-il devant un de ces tableaux qu'il avait crevé un jour qu'on l'avait dérangé. « Mais quand je travaille, j'ai besoin qu'on me foute la paix !» Ambroise Vollard a raconté aussi les séances de pause qu'il fit quand Cézanne entreprit de faire son portrait. Une fois assis, je restais immobile. Mais cette immobilité même finit par amener un sommeil contre lequel je luttai victorieusement pendant un bon moment. À la fin, cependant, la chaise, la caisse et moi-même, le tout fut par terre. Cézanne se précipite sur moi. « Malheureux, vous dérangez la pause. Je vous le dis en vérité, il vous fait tenir comme une pomme. Est-ce que cela remue une pomme ?» Dans mon portrait, il y a sur la main 2 petits points où la toile n'est pas couverte. Je le fis remarquer à Cézanne. « Si ma séance de ce tantôt au Louvre est bonne, me répondit-il, peut-être demain trouverai-je le ton juste pour boucher ces blancs. Comprenez un peu, monsieur Vollard, si je mettais là quelque chose au hasard, je serais forcé de reprendre tout mon tableau en partant de cet endroit. Si l'on songe que j'avais posé 115 séances, la perspective que mon tableau fût repris n'était pas sans me faire frémir. Dans la dernière partie de sa vie, Cézanne fera des portraits des gens simples qui l'entourent. Cézanne réalise de nombreuses études très épurées des joueurs de cartes. Les joueurs s'affrontent, immobiles, intériorisés. Le temps est suspendu. C'est une partie de cartes figée pour l'éternité. Les portraits, ce sont des sortes d'icônes. Il va retrouver des personnages qui ont des attitudes statiques, figées, mais avec une volonté également d'une espèce de transcendance que ces personnages doivent exprimer, mais d'une transcendance qui n'existe plus, qui n'est plus accessible. Une icône, traditionnellement, il y a des saints, il y a des dieux, ou un dieu qui sont derrière. Pour Cézanne, les dieux se sont absentés, se sont détournés. Et je pense que les portraits, c'est cet enjeu-là. Son désir n'est jamais de représenter un modèle, mais de transcender un corps, une pomme, un arbre, un paysage. Pour Cézanne, tout est d'égale importance. Son intention est avant tout de représenter la vie. Le tableau, comme un morceau de vie, d'éternité, est un tout. Il représente le rapport à l'espace. Il recrée l'harmonie entre les êtres, les choses et la nature qui ne font qu'un tout, délimité par le tableau. Un tableau de Cézanne. On ne peint pas des âmes, on peint des corps. Et quand les corps sont bien peints, foutre, l'âme, s'ils en avaient une, l'âme de toutes parts rayonne et transparaît. Il y aura les Saintes Victoires de la fin, qui sont prises au-dessus de l'atelier. C'est ce Cézanne qui regarde la montagne, qui se laisse questionner par elle et qui va vraiment aller le plus loin qu'il n'a jamais été en peinture. Cézanne nous donne à voir par la couleur les imbrications invisibles du réel. Tout s'implique par des ramifications colorées, le ciel dans les arbres, la terre dans le ciel, par des reflets subtils. Les baigneurs et les baigneuses, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils expriment également toute la hargne de Cézanne par rapport au corps, par rapport à la sexualité, et il n'a pas eu une sexualité facile à assumer. Il va peindre des tentations de Saint-Antoine avec des superbes femmes qui tentent le moine, et le moine c'est lui, mais il les rejette. La femme devient le symbole d'une peinture académique qu'il rejette. Donc il va réintégrer le nu féminin, mais d'une façon tout autre. Elle devient baigneur ou baigneuse, mais un corps qui va être transcendé, qui va être lumineux, qui va être traversé par l'eau, l'air, etc.,
À noter que ces baigneuses sont mal dessinées, du moins c'est ce qu'on dit. Je veux dire par là, Cézanne savait très très bien qu'il ne voulait pas faire des belles nudités à la Chassériau, à la Ingres, capables de nous attendrir et de nous donner envie d'aller les caresser. Renoir fera ça, les baigneuses de Renoir, on a envie de les caresser, mais pas les baigneuses de Cézanne. Parce que Cézanne, volontairement, veut définir des personnages qui incarnent évidemment le corps et la sexualité, notre réalité charnelle, mais comme déjà dans un dépassement, en ce sens-là, Cézanne là aussi trouve un sacré qui infuse sa peinture. Il y a un tableau que je retiendrai qui représente ces baigneuses comme à travers un vitrail. On est immergé dans le bleu, c'est une espèce de couleur paradisiaque, un paradis terrestre retrouvé ou un paradis futur qu'il faut atteindre et qui n'a qu'un lieu, qui est le lieu de la peinture. C'est-à-dire que la peinture n'est pas le lieu où on appelle un paradis lointain, le paradis il est là sur la toile. Il n'est que peintre, c'est-à-dire qu'il va demander à la peinture, il va aller au fondement de la peinture. Il va questionner la peinture dans non seulement sa technique, la couleur, le dessin, la construction, mais dans ce qu'elle a à dire. Donc Cézanne va clôturer tout un monde de la figuration, mais il est en même temps la pierre angulaire qui fonde toutes les tentatives d'art du XXe siècle. Alors même que pour Cézanne, pour son temps, les dieux se sont, pour reprendre une phrase de Hölderlin, les dieux se sont détournés, ils sont plus là, mais Nietzsche dit Dieu est mort. En 1901, Cézanne achète un grand terrain aux portes de la ville sur la colline des Loves et il fait construire, comme il le dit, son grand atelier à la campagne. J'ai un grand atelier dans la campagne. J'y travaille. J'y suis mieux qu'en ville. Le choix de la colline des Loves pour construire ce très grand atelier à la campagne n'est pas innocent. Il a plusieurs raisons. Certes, l'une d'entre elles est de se rapprocher du point de vue le plus élevé qu'il a par rapport à la montagne Sainte-Victoire. En quittant l'atelier, il grimpe quelques kilomètres au nord au sommet de la colline et de là s'offre à lui un magnifique panorama qu'il va peindre de nombreuses fois. Et tous ces tableaux qui correspondent à cette période 1902-1906 qui sont dits montagne Sainte-Victoire vue des Loves correspondent à cette dernière période de l'atelier. Mais l'autre raison, c'est parce que effectivement, il est loin de la ville, il est loin du regard des curieux, des moqueurs, de ceux qui veulent mettre le grappin sur lui, comme il le disait, grappin aussi bien physique que moral. Cézanne ne supportait pas le moindre contact. Effectivement, c'était quelqu'un qui ne vivait que pour sa peinture. Personne ne comprend Cézanne. Zola, qui avait été le premier à encourager sa démarche, finalement il le dira, il est déçu par Cézanne. Alors on connaît parfaitement l'origine de leur rupture entre Cézanne et Zola après la publication du roman L'œuvre, mais on sait également que lorsqu'en 1902 il apprend la mort de Zola, il est ici en train de travailler entre ses murs et c'est son domestique qui va lui annoncer la nouvelle et Cézanne va lui demander qu'on me foute la paix et il va donc s'enfermer toute la journée au milieu de ses objets et pleurer. Le refuge de Cézanne, c'est sa peinture. C'est vrai qu'il dit c'est effrayant la vie et il se réfugie dans des lieux de solitude et les seuls moments qui le réconfortent sont ces rares moments de grâce où il a l'impression d'arriver à concrétiser tout ce qui bouillonne dans sa tête.
j'ai réalisé quelques progrès. Pourquoi si tard et si péniblement? L'art serait-il un sacerdoce qui demande des purs qui lui appartiennent tout entier?